Moins d'une semaine après avoir présenté le plan pauvreté, le gouvernement a dévoilé son plan santé. Fin du numerus clausus, réorganisation de l'hôpital public et rallonge budgétaire. Emmanuel Macron mise sur les effets d'annonce. Dimanche, le parti de Nicolas Dupont-Aignan tiendra son congrès au Cirque d'Hiver. L'occasion de lancer le grand chantier des élections européennes et de confirmer sa progression dans les intentions de vote. La France, numéro 2 européen en matière de création d'entreprises. Une fausse bonne nouvelle dont se vante le gouvernement qui cache en réalité la prolifération du travail indépendant. Madame, Monsieur, bonsoir. Emmanuel Macron prescrit son ordonnance pour le système de santé. Ce mardi, le gouvernement a dévoilé les contours de sa grande réforme sanitaire. Entre la fin du numerus clausus et la réorganisation des hôpitaux publics, les annonces alternent le bon et le moins bon. Thibaut Bastide. Le système de santé doit être l'un des piliers de l'État-providence du XXIe siècle. C'est par ces mots qu'Emmanuel Macron a présenté le plan santé ce mardi matin. D'abord attendu en juin, cette réforme doit permettre de restructurer le système de santé sur les 50 prochaines années. Un plan plus qu'ambitieux alors que chaque strate est au bord de l'explosion. Personnel en burn-out, CHU en grève, urgences saturées, l'hôpital public est à bout de souffle et avec lui tout le système de santé. Pour faire bouger les lignes, le chef de l'État a annoncé un budget de 3,4 milliards d'euros d'ici 2022, dont près d'1 milliard en faveur de l'investissement hospitalier. Dans le détail, 1,6 milliard d'euros seront consacrés à la structuration des soins dans les territoires, 920 millions à l'investissement hospitalier, 500 millions à la transformation numérique et 420 millions à l'évolution des métiers et des formations. Un effort financier qui se traduira notamment par la création de 4000 postes d'assistants médicaux. Des créations de postes qui s'accompagnent de la fin du numerus clausus. Réclamé de longue date, la suppression de ce dispositif qui limite le nombre d'étudiants admis en deuxième année d'études de santé devrait permettre aux étudiants en médecine de préparer plus sereinement leur première année. Pour autant, la sélection sera toujours présente afin de conserver une forme d'excellence de la médecine française. Avec la fin du numerus clausus, le gouvernement dit donc adieu à un vieux vestige du système de santé français mis en place en 1972. Le but, avoir plus de médecins compétents pour pallier les nombreux déserts médicaux. Cependant, la fin du numerus clausus ne s'appliquera pas avant la rentrée 2020 et donc les apprentis médecins ne pourront pas exercer avant 10 ans. Afin de répondre à l'urgence, Emmanuel Macron a promis le déploiement de 400 médecins salariés des centres hospitaliers de proximité ou des centres de santé dans les zones où les services ont totalement disparu. Si le chef de l'État a voulu mettre le paquet avec certaines mesures cohérentes et nécessaires, il n'en reste pas moins qu'Emmanuel Macron et le ministre de la Santé Agnès Buzyn ont également souhaité mettre leurs pattes. Ainsi, la réorganisation des hôpitaux publics devrait s'opérer à la sauce présidentielle. Les hôpitaux seront désormais classifiés en 3 niveaux. Les hôpitaux chargés du soin de proximité, ceux chargés des soins spécialisés comme la chirurgie ou les services de maternité, et enfin les soins ultra spécialisés dans des plateaux techniques de pointe. Une nouvelle disposition qui devrait entraîner la fermeture de plusieurs services en fonction des spécialités. La réorganisation des hôpitaux publics sera également accompagnée d'une prime d'efficacité. Ainsi, les médecins seront incités à appliquer à la lettre les recommandations des agences régionales de santé opérant sous les ordres d'Agnès Buzyn. L'occasion de transformer encore un peu plus les fonctionnaires en bons exécutants du pouvoir. Les patients ne pourront plus se plaindre de ne pas avoir assez de médecins, mais le fond de la réforme macronienne laisse encore à désirer. Au tour de Nicolas Dupont-Aignan de faire sa rentrée. Une semaine après le Rassemblement national, Debout la France organise son 6e congrès dimanche prochain au Cirque d'Hiver. L'occasion de mettre le cap sur les élections européennes. Et c'est un rendez-vous important pour Nicolas Dupont-Aignan. En effet, désormais crédité de 6,5% dans les sondages, le candidat qui s'est allié à Marine Le Pen dans l'entre-deux tours de la présidentielle a désormais dépassé le Parti socialiste et son ancien représentant Benoît Hamon. Une première, le porte-parole de Debout la France, Damien Lempereur, explique les principaux enjeux du rendez-vous. C'est la grande rentrée politique de Nicolas Dupont-Aignan après un été particulièrement mouvementé. C'est le moment où nous allons tracer le cap alors que s'ouvrent des perspectives nouvelles pour nous, à Debout la France, mais aussi pour nos amis, tous ceux qui nous rejoignent dans ce combat. Il y aura nos amis du Parti chrétien-démocrate, les Républicains qui nous rejoignent. Et donc ça sera le moment de donner le ton face à la rentrée d'Emmanuel Macron qui a clairement donné le cap. Ça sera les mondialistes, cette élection européenne qui s'annonce, contre les patriotes. Et dans le camp patriote, bien entendu, Nicolas Dupont-Aignan aura un rôle central à jouer. Donc il ne s'agit pas de refaire un tête-à-tête avec le Rassemblement national. Nous voulons vraiment aussi rassembler les Républicains,
Vous avez aux Républicains, Pelletier, Aubert, Mariani, tous ces gens qui en fait pensent la même chose que nous. Et parmi vos téléspectateurs et parmi finalement les sympathisants de droite, 90-95% pensent exactement la même chose sur les frontières, sur la nécessité de restaurer l'ordre républicain, sur la nécessité d'un protectionnisme intelligent. Donc il y a quand même une vraie contradiction à ce qu'on pense tous pareil et qu'on soit divisés. Donc oui, ce rassemblement, y compris pour les Européennes, Nicolas Dupont-Aignan va continuer de le construire. Et encore une fois, un leader, un projet, et je pense que nous avons de très belles perspectives qui donneront espoir, je crois, à beaucoup de Français en vue des prochaines échéances électorales. C'est aussi le moment où notre famille politique se rassemble et nous allons travailler. Parce que je pense que dans la mondialisation, nous pensons que dans le 21e siècle, il faut des solutions concrètes, des idées neuves, des idées modernes pour convaincre les Français. La bataille des idées, on l'a gagnée. Seulement, on a une gauche minoritaire avec Macron, où, disons, on a des libéraux libertaires, minoritaires, qui ont le pouvoir. Et je pense que pour convaincre cette majorité de Français que nous sommes capables de gouverner, il va falloir faire preuve de compétence et donner des solutions concrètes qui résolvent les problèmes de la vie quotidienne. Et donc nous allons travailler pendant 2 jours lors de ce congrès à notre projet et nous publierons à la fin le manifeste en vue des élections européennes que Nicolas Dupont-Aignan présentera le dimanche. Debout la France aborde les élections européennes de mai prochain sous de très bons auspices. En effet, en plus de sondages encourageants, la vague des patriotes arrivés au pouvoir en Europe laisse à Nicolas Dupont-Aignan de bons espoirs d'arriver avec son équipe au Parlement de Bruxelles pour la prochaine mandature. Et il est indiscutable que dans les différents pays européens, malgré les obstacles, c'est-à-dire la puissance financière de nos adversaires, malgré la puissance médiatique de nos adversaires aussi, ces mouvements arrivent même jusqu'à prendre le pouvoir. On l'a vu en Italie avec l'Alliance. Nous allons peut-être, en 2019, arriver tous ensemble à avoir une majorité au Parlement européen, ou en tout cas à avoir un groupe tellement important que nous serons en mesure de changer radicalement l'Union européenne. Les députés Debout la France, ou en tout cas les députés du camp patriote au sens large, nous verrons comment s'organisent les élections européennes, ces députés-là, ils auront une mission très simple. C'est en finir avec ce système de l'Union européenne tel qu'il est aujourd'hui, oligarchique, technocratique, soumis aux intérêts financiers. Il faudra rétablir, par exemple, les contrôles aux frontières nationales, il faudra réformer le système monétaire, il faudra changer absolument les règles économiques, sortir des traités de libre-échange, bref, il faudra dénoncer en clair les traités européens. Et ce travail-là, finalement, de construction d'une Europe des coopérations, d'une Europe des nations, l'Europe du général de Gaulle, finalement, la belle idée européenne, celle que portent les patriotes, ce travail-là, les députés européens du camp patriote en France le feront, et je pense avec succès, on l'a vu. C'est possible. Matteo Salvini démontre que c'est possible de réguler l'immigration. Il le démontre et il est à 70% de popularité dans les sondages. Et on l'a vu en Angleterre, Nigel Farage était un député européen avec un petit groupe, UKIP à Bruxelles. Il a réussi à faire sortir son pays de l'Union européenne. Donc il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de fatalité à subir. Nous enverrons des députés et ces députés auront un travail de libération, en tout cas un travail pour rendre l'indépendance à notre pays et lui redonner la maîtrise de son destin. La France, vice-championne d'Europe des créations d'entreprises, des chiffres dont se félicite le gouvernement. Et pourtant, à y regarder de plus près, il n'y a pas de quoi. Paris talonne Londres en matière de création d'entreprises. Enfin, une bonne nouvelle pour Emmanuel Macron. Et non, car à y regarder de plus près, les chiffres de la création d'entreprises ne reflètent en l'occurrence pas une réelle dynamique économique. Le ministre du Travail, Muriel Pénicaud, se félicite de ces chiffres, plus 4,8% de création d'entreprises pour le mois d'août, une hausse qui concerne les entreprises classiques, plus 3%, mais surtout les micro-entreprises, plus 7%. Et ces micro-entreprises ne sont pas autre chose que des auto-entrepreneurs, à savoir tout simplement des travailleurs indépendants dont la structure entrepreneuriale a bien souvent plus à voir avec le service à la personne qu'avec l'entreprise, comme on la connaît habituellement, ou même avec les fameuses start-up. Aujourd'hui, la part de micro-entreprises dans les structures privées créées est d'environ 2 entreprises sur 5 et représente ainsi pas moins de 40% des entreprises comptabilisées en France. Cette deuxième place européenne derrière l'Angleterre est donc largement liée à un statut de travailleur moderne, indépendant, un peu bâtard et souvent précaire. Plus qu'un véritable dynamisme structurel, cette hausse reflète donc une mutation de l'environnement professionnel qui mène à plus de mobilité et surtout de flexibilité. Ainsi, un travailleur offre ses services à telle ou telle structure pour des missions courtes pour lesquelles il est rémunéré. Une liberté qui a un prix, des allocations chômage quasi inexistantes, des charges élevées et des contraintes administratives. De nombreuses entreprises y trouvent leur compte.
en ne se liant pas aux travailleurs, comme dans le cas du salariat en CDI. Et si l'on gratte encore un peu plus, on se rend compte que ces micro-entreprises, qui prolifèrent, sont parfois montées parallèlement à une activité en CDI et que surtout, elles ne font pas forcément recette. Ainsi, pour l'exercice 2016, près de 25% des micro-entreprises ne généraient pas de chiffre d'affaires et étaient donc des coquilles vides. Parmi les autres, 2/3 déclaraient un chiffre d'affaires moyen inférieur à 9 000 € annuels, un montant qui peut être satisfaisant pour ceux qui utilisent la micro-entreprise comme complément de revenus, mais qu'il est beaucoup moins pour ceux dont c'est l'activité principale. Le statut de micro-entreprise peut également atteindre des plafonds de revenus dépassant les 70 000 et les 170 000 €, des plafonds que peu de structures peuvent finalement espérer approcher. Ajoutez à cela le fait que les micro-entreprises créent de l'activité, certes, mais certainement pas d'emploi, et vous comprendrez mieux la réflexion du ministre Pénicaud, qui constate que la création d'entreprises va plus vite que la création d'emplois. Et oui, ajoutez enfin à cela le fait que plus de 3 micro-entreprises sur 4 meurent après seulement 5 années d'activité, et vous aurez finalement un tableau beaucoup plus sombre que les chiffres vantés par le ministre. International à présent, Vladimir Poutine enchaîne les victoires depuis maintenant 2 décennies au niveau international. Le président inflexible et populaire connaîtrait cependant une vague de mécontentement liée à la situation économique de ses concitoyens. Des succès internationaux au Proche-Orient, une place de choix dans le concert des nations, une capacité à se battre seul ou presque contre tous. Le président russe Vladimir Poutine, aux affaires depuis 1999, avec une parenthèse comme président du gouvernement pendant 4 ans, a fait rentrer son pays dans le 21e siècle. Mais la situation politique n'est pas non plus idyllique à l'Est. En effet, si les tentatives de déstabilisation plus ou moins venues de l'étranger concernant les droits civils ne touchent guère la population russe, c'est la question économique qui pourrait déstabiliser ou en tout cas affaiblir au moins un peu l'homme fort du Kremlin. Si la situation économique s'est incontestablement embellie sous le règne poutinien, les inégalités, parfois démentielles entre oligarques et petits peuples, génèrent naturellement des frustrations. Les réformes que l'on pourrait qualifier de cure d'austérité ne sont pas non plus très appréciées en Russie. Ainsi, en pleine Coupe du Monde de football, les autorités russes ont annoncé une réforme des retraites repoussant de 5 ans l'âge de départ, ouvrant droit à pension. Une réforme qui, comme en Occident européen, est motivée notamment par l'allongement de la durée de vie, mais qui ne passe pas vraiment dans l'opinion. L'annoncer en plein mondial de football, compétition pour laquelle le pouvoir avait dépensé sans compter, peut ainsi relever de la maladresse. Un malaise qui s'est ressenti dans les urnes, notamment pour les élections du gouverneur du Kraï du Primorié, région d'Extrême-Orient qui a pour capitale Vladivostok. À l'issue du premier tour, le candidat de Russie Unie, le parti présidentiel, était mis en ballottage défavorable avant de se reprendre au second tour, non sans suspicion de fraude, notamment du côté du parti communiste local. Plus généralement, l'activité diplomatique intense de Vladimir Poutine donnerait un sentiment d'abandon de ses concitoyens, des concitoyens qui sont pourtant sollicités indirectement dans cette diplomatie, notamment pour faire face à tel ou tel embargo. Des difficultés qui font légèrement plier Vladimir Poutine, mais qui sont bien loin de faire rompre l'ancien du KGB, car même avec une baisse de popularité, celui-ci sera toujours à des années-lumière de chefs d'État comme Emmanuel Macron ou Angela Merkel. Un état de grâce indispensable pour diriger un pays aussi vaste et divers que la Fédération de Russie. Passons à présent à l'actualité en bref avec Thibaut Bastide. Gérard Collomb quittera le gouvernement en 2019. En voilà un qui a le mérite de ne pas cacher ses intentions. Le ministre de l'Intérieur, transfuge du Parti socialiste et macronien de la première heure, a déclaré qu'il quitterait la place Beauvau pour se présenter à la mairie de Lyon en 2020. Cet homme de réseau entend également être à la tête de la métropole. Un départ qui ne sera pas forcément une mauvaise chose pour le parti présidentiel qui s'assure ainsi de remporter une grande ville. Le ministre Collomb semblant bel et bien imbattable sur ses terres. L'édile lyonnais a cependant plaisanté en affirmant qu'il ne se représenterait pas si on lui détectait une maladie grave. Pour rappel, Gérard Collomb a 71 ans. Mort pour une place de parking, samedi à Saint-Pierre-des-Corps, près de Tours en Indre-et-Loire. Une bagarre a éclaté sur le parking d'un supermarché entre 2 frères et un père de famille. L'objet de la rixe, une place de stationnement. La victime a été rouée de coups sous les yeux de sa femme et de ses 3 enfants avant de décéder d'une hémorragie cérébrale 2 jours plus tard à l'hôpital. Les agresseurs, connus des services de police pour des affaires de vol et d'escroquerie, ont été arrêtés et mis en examen pour coups mortels avec circonstances aggravantes. Barbès, sa station de métro cosmopolite et son
tabac. Samedi, un panneau indiquant l'entrée d'un bureau de tabac a été fixé au pilier de la station de métro aérien. L'élément de décor, certainement l'œuvre d'un petit plaisantin, a surpris les passants alors que l'emplacement est connu pour être l'un des plus importants lieux de vente de cigarettes de contrebande de la capitale. Les agents de la RATP, entourés d'une dizaine de policiers, ont démonté le panneau alors que les vendeurs à la sauvette étaient toujours là à quelques mètres pour vendre leurs marchandises. Les deux Corées réunies. Ce mardi, le président sud-coréen Moon Jae-in s'est rendu à Pyongyang pour y retrouver son homologue du Nord, Kim Jong-un. Les deux dirigeants vont tenter de relancer les négociations sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne et sur la fin de la guerre qui a opposé les deux pays entre 1950 et 1953. Ce sommet, le troisième entre les deux chefs d'État, doit également servir de test pour une autre rencontre que Kim Jong-un a récemment proposée au président américain Donald Trump. Chasse aux faux diplômes en Espagne. La petite classe politique ibérique est dans tous ses états à cause de scandales liés à des accusations de plagiat et de triche dans la rédaction de thèses universitaires. Ainsi, le ministre de la Santé est soupçonné d'avoir profité d'une manipulation de notes pour obtenir son diplôme universitaire. Le Parti populaire n'est pas en reste puisque son président est également suspecté d'avoir obtenu son master dans des circonstances douteuses. Résultat, des démissions en chaîne et des accusations en cascade pas toujours fondées. Une polémique qui ne manquera pas de passer les Pyrénées. En effet, en France, la falsification est largement répandue dans les milieux politiques, mais aussi dans le privé, où il n'est pas rare de voir des individus se vanter de diplômes qu'ils n'ont pas ou revendiquer le titre de docteur sans avoir soutenu de thèse. La drogue, c'est mal. 7 jeunes Vietnamiens sont décédés et 5 autres sont dans le coma après avoir consommé des produits stupéfiants lors d'un festival de musique à Hanoï. Les autorités tentent de déterminer quelles substances les victimes ont consommées et leur provenance. Le directeur adjoint du département de la culture de Hanoï a temporairement suspendu l'octroi de licence pour ce type d'événement. La technologie est mauvaise pour la santé, c'est en tout cas ce que pense le conseil municipal de Mill Valley, une petite ville de Californie proche de San Francisco. Les élus ont voté à l'unanimité l'arrêt du déploiement des antennes 5G dans les quartiers résidentiels. Cette décision a été prise suite à une ordonnance d'urgence pour des raisons de santé et sécurité publique. Les antennes installées seraient potentiellement cancérigènes, un risque que réfute l'industrie des télécommunications. Dans un instant, découvrez un nouvel épisode de La Petite Histoire. Cette semaine, Christopher Lann nous parle de la bataille de Cameron. L'épisode dont on va parler aujourd'hui, c'est un grand fait d'armes de notre histoire militaire. Il a eu lieu le 30 avril 1863. Ce jour-là, que s'est-il passé? Une soixantaine, 63 légionnaires français vont se retrouver confrontés à l'armée mexicaine, puisque ça se passe pendant l'expédition au Mexique, sous le Second Empire. Ils vont se retrouver confrontés à plus de 2000 soldats mexicains, 60 Français contre 2000 Mexicains. Ça se passe dans le petit village de Cameron, dans une hacienda. Et là, pendant une journée entière, malgré la faim, la soif et la chaleur écrasante, eh bien, ils vont tenir presque jusqu'à la dernière cartouche. Ce soir, retrouvé passé-présent, Philippe Conrad reçoit André Possokov pour évoquer les mois et les années qui ont suivi la révolution bolchevique. Et tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. Parmi les estivants qui nous ont raconté leurs histoires de famille, il y avait cette année des gens de La Roche-sur-Yon dans notre village, un couple de retraités et leur nièce et d'autres amis de Cholet qui habitaient la même maison de location au-dessus du cimetière. Et nous avons parlé, figurez-vous, du massacre du Bataclan. Et le père, le professeur, était très remonté contre cette histoire de concert qui doit être en principe donnée le 19 octobre, je dis bien en principe, on s'en rapproche, par un chanteur qui est, nous dit-on, à la fois très proche du Premier ministre et très proche des thèses des auteurs du massacre. Cherchez l'erreur. Moi, j'en vois deux.
Le tout sur le lieu même où le massacre a eu lieu, et là c'est la troisième erreur. Il me disait pourquoi vous n'en parlez pas dans votre chronique? Je lui ai répondu parce que très souvent, et surtout dans ce genre de cas sensible, je ne parle pas des choses directement, je m'arrange pour emprunter un détour. Si vraiment il y a une anomalie quelque part, une chose qui comporte une leçon générale, elle doit pouvoir être illustrée par une autre situation, on doit pouvoir désigner une chose par une autre. Et si le scandale demeure, si une fois changé le nom des protagonistes, les faits, les circonstances, on éprouve la même sensation de honte et de malaise, c'est que le sujet le méritait. Alors me dit-il, si vous voulez, je vais vous donner l'angle pour aborder la question du concert de trop, celui où les amis des bourreaux viennent danser sur la piste où l'on vient de balayer la sueur encore collée par le sang des victimes. Vous n'avez qu'à raconter l'histoire d'un orchestre qui s'appellerait Colonne Infernale et qui viendrait chanter les bienfaits de la République le 14 juillet dans ma ville, à La Roche-sur-Yon. Il faut savoir que les colonnes infernales sont les bataillons envoyés par Robespierre en Vendée pour massacrer la résistance. Dans un petit patelin à côté de La Roche-sur-Yon où nous habitons, appelé Vernanceau, un certain général républicain nommé Duquesnoy a fait tuer et couper en morceaux 100 femmes et enfants. Les témoignages sont très précis. Certains gamins ont été dépecés vivants sur le sein de leur mère, le tout au nom de la République. Et les soldats de Robespierre se réjouissaient de voir le sang versé. Donc vous n'avez qu'à raconter qu'un concert de rock cet automne se donne à Vernanceau, une rave party si vous préférez, et que l'orchestre s'appelle Colonne Infernale. Si vous imaginez les réactions de la population, moi ma famille est là depuis 3 siècles par exemple, donc une partie de mes ancêtres est tombée torturée ou taillée en morceaux par les amis de Robespierre. Je ne sais pas si vous imaginez comment l'orchestre serait reçu chez nous, surtout si le chanteur de l'orchestre venait se réclamer explicitement des bourreaux, mais je vois bien que vous n'êtes pas convaincu, me dit-il. C'est pas ça, lui dis-je, mais quand même les massacres de Vendée, c'est un peu loin pour la jeunesse d'aujourd'hui. Vous m'avez dit que vous étiez professeur d'histoire, vous savez bien que les jeunes ont tendance à douter de tout comme si c'était de la propagande. Non, il m'a dit au lycée de La Roche-sur-Yon, là vous pouvez me croire, même à 13 ans, les enfants savent ce qui s'est passé chez nous. Mais bon, me dit-il, je veux bien admettre que le massacre des femmes et des enfants par les soldats qui se vantaient d'en tuer 100 par jour dans un coin du bocage vendéen, tout ça ne dit plus rien aux jeunes de Lyon ou de Marseille. Alors vous n'avez qu'à raconter une tentative d'organiser un concert de rap sur le parvis de l'église d'Oradour-sur-Glane. Ça touchera davantage les imaginations. Vous n'avez qu'à dire que l'orchestre s'appelait Schustaffel. Ça vous dit peut-être rien, mais vous savez que je suis professeur d'histoire. Schustaffel, c'est le nom complet pour SS. Donc vous imaginez bien que que les gens ne laisseraient pas passer une provocation pareille à Oradour. Non, en effet, lui dis-je, mais c'est pas très plausible votre parabole. Déjà, je vois mal un groupe appelé comme ça. Mais détrompez-vous, me dit-il. Vous avez eu il y a 10 ans Section d'Assaut qui a vendu des millions de disques en France. Et pourtant, c'est la même chose. La Sturmabteilung, la section d'assaut hyper violente créée par Hitler, qui avait pour mission de propager la bonne parole nazie à coups de bâton, et qui a été remplacée ensuite par les SS. Donc vous voyez, si vous voulez faire une chronique pour dire à quel point le concert du Bataclan est une offense à la mémoire des massacrés, vous n'avez que l'embarras du choix pour désigner une chose par une autre. Et finalement, on en vient à se demander si ce réflexe de venir chanter sur les lieux du massacre n'est pas semblable à celui de l'auteur d'un crime qui vient se mêler à la foule pour réclamer la tête du coupable, ce qui est une manière pour lui de rejeter la faute sur un autre que lui-même. Allez, me dit-il, faites-la cette chronique. Mais elle est faite, il me semble, lui ai-je répondu, c'est vous qui venez de la faire. Quant à vous qui nous écoutez, l'un et l'autre, faites en sorte qu'avant le 19 octobre, vos amis reçoivent copie de ce sujet sur YouTube, afin que nos pensées se réunissent pour jeter un mauvais sort massif et résolu aux amis des bourreaux. Merci.